Bonjour tout le monde, bienvenue. Avant de commencer aujourd'hui, quelques modalités soulignées. Si vous avez besoin d'interprétation, cliquez sur le bouton d'interprétation en bas de votre écran. Sentez-vous bien à l'aise de nous poser vos questions dans le chat en français et ou en anglais. We will have participants muted throughout the presentation period. Alors, les participants, les micros seront fermés durant la présentation, mais seront ouverts pour la foire aux questions. Entre-temps, gardez vos micros fermés. Et si vous êtes par téléphone, pour faire étoile 6 pour éteindre. Si vous êtes confortable avec votre caméra allumée, on vous invite à le faire aujourd'hui. On peut voir qui est dans la salle avec nous. Alors, vous pouvez mettre vos questions dans le chat pour les adresser plus tard. Alors, seulement la présentatrice va être enregistrée durant la présentation. Alors, quand on va commencer la foire aux questions, vous pourrez fermer vos caméras si vous ne voulez pas être enregistré. Et je ferai de mon mieux aujourd'hui pour assurer l'appui technique aujourd'hui. Alors, Léane va être modératrice aujourd'hui. Bonjour. Oui. Alors, alimentation quoi? Épisode 3, l'état de l'insécurité alimentaire. Merci de vous joindre à nous. Je suis Léane Prescott, la directrice intérimaire pour alimentation pour tous NB, et je suis ici dans les terres non cédées traditionnelles des Mi'kmaq, ici à Moncton. Notre travail se fait dans les territoires Mi'kmaq, Maurice Takwe, Passamaquoddy, sujet au traité de paix d'amitié avec les tribus depuis 1726. Alors, on veut sensibiliser. Nous avons tous une responsabilité et entamer des actions pour aider une relation nation à nation qui est respectueuse, reconnaissant que les terres et les eaux qui nous alimentent. Alors, si vous avez des occasions de faire respecter ces traités et comment on peut le faire dans ce travail-ci et dans nos vies en général. Alors, comme vous le savez, Aliments pour tout NB est un organisme bilingue. On veut un Nouveau-Brunswick qui est engagé, formé en sécurité alimentaire. Et on veut avancer la sécurité alimentaire au Nouveau-Brunswick en partageant de l'information et appuyer les parties prenantes sur le terrain et ainsi que les décisionnaires. Pour la session d'aujourd'hui, nous sommes très heureux. C'est un premier épisode d'Alimentation quoi que nous avons en 2022. Nous sommes très heureux de faire un bon retour. Docteur Valérie Trussuk, il y a de l'écho. Il y a un problème avec l'audio. Pouvez-vous avertir qu'il y a un écho qui crée un problème pour la traduction? Alors, donc, elle mentionne ce que Valérie va parler, ce qui a changé depuis 2020. On a vu certaines des données et c'est vraiment remarquable les différences depuis ce temps-là. On va voir des exemples de succès aussi pour répondre aux besoins critiques après la présentation. Et il y aura du temps. On va ouvrir des salles de discussion pour continuer la discussion et faire des connexions avec des gens qui font du travail similaire. Alors, je vous présente Valérie. Il y a encore beaucoup d'écho.
sciences nutritionnelles à l'Université de Toronto. Encore, ouais, il y a on s'excuse, il y a un problème au niveau de la réception audio et de l'écho. Quelqu'un qui a des micros ouverts qui devraient être fermés en ce moment. Alors, par la politique, programme, comment cela impacte la sécurité alimentaire au Canada? Encore là, on essaie de vérifier qui a son micro ouvert qui fait l'interférence. Alors, bienvenue, Dr. Valérie. On va voir ce qui se passe avec le signal. Merci pour l'introduction. Je vais commencer à partager mon écran. C'est un plaisir de faire partie de la session aujourd'hui. Je suis heureuse de vous voir tous et toutes ici. Et pour commencer, je veux aborder le problème. Je m'excuse, il y a trop d'écho. Il y a quelque chose qui fait encore interférence. À part du fait qu'il n'y a pas assez d'argent. Il faudrait peut-être lui demander d'arrêter avant que ça soit réparé. Voici de quoi alors. Alors, à part d'un sondage qui a été fait, but we see it as a really important development because we think the survey is more representative. What's also on s'excuse, il y a encore un problème au niveau du son. Et d'après ce qu'on peut voir, c'est un problème dans les deux canaux. I'm sorry about the background noise here. I'm sure others are noticing it as well. It's not coming from my end, but I apologize if it's distracting. Je reconnais qu'il y a un gros problème d'écho là, en arrière-plan. So here's what we've got, and I'm flagging here the times of the interviews. So our most recent data come from 2021, and remember these are measuring. Des données de 2021. 15.9% of households experiencing some food insecurity there, and that translates into 4.8 million people. So this problem. OK. On va essayer d'enlever une personne pour voir si ça fait une différence. Voici de quoi ça a l'air à travers les provinces, selon les données de 2021. On a seulement les données pour les 10 provinces, non pas pour les territoires. Le plus haut numéro ici, en Alberta, à 23%. Donc, un ménage sur 5 en Alberta fait état d'état d'insécurité alimentaire. Ensuite, Nouveau-Brunswick et le plus faible, le Québec. Alors, le Québec est tout à fait différent au niveau de l'insécurité alimentaire. Mais revenons pour aborder le Nouveau-Brunswick. Vous pouvez voir que c'est au niveau élevé des provinces atlantiques, mais dans la zone de la Saskatchewan et de l'Alberta sur ce sondage-là. Si on regarde les 3 dernières périodes de mesure, voici de quoi a l'air le Nouveau-Brunswick. Les 19% mentionnés en 2021 est plus haut qu'observé auparavant. Et maintenant, on a 5,9 millions au Canada, 140 000
personnes dont un enfant sur 4 fait face à des problèmes d'insécurité alimentaire. Et vous remarquez les dettes, vous voyez, c'est devenu pire en 2021. Il faut faire attention avec l'interprétation et dire qu'est-ce qu'on faisait bien en 2020 et qu'on ne fait pas bien maintenant. Alors, la ligne rouge montre incertitude sur les estimés. Donc, statistiquement, il n'y a pas de différence. Alors, en 2020, le sondage a commencé en 2020, ça a été retiré en mars 2021 et c'est revenu en juillet. Donc, il y a des choses curieuses, là. Peut-être c'est relié avec la dette. Il ne faut pas se battre, vous pensez que ça va de reculons, mais peut-être que ça ne va pas vraiment changer, juste différent de la manière que ça a été rapporté en 2019. Alors, nous sommes dans une période très turbulente maintenant avec l'inflation. Les données que je vous ai montrées, la collection aurait été commencée en septembre 2021. Vous voyez 12 mois de reculons. Et ce qu'on peut voir clairement, c'est que l'inflation a commencé à augmenter depuis 2021. Dans quelques semaines, une semaine, il va y avoir un autre rapport de Statistique Canada avec des mises à jour sur l'inflation. Et je pense que c'est très clair que les lignes ici vont continuer à monter. Alors, qui sait où on s'en va avec ça? Mais ce n'est pas une bonne chose. C'est certainement quelque chose qu'il faut aborder. Alors, qu'est-ce qui est à la racine de ça? Il faut faire allusion aussi. Alors, qui est le plus vulnérable ici à l'insécurité alimentaire? Donc, c'est problèmes de revenus. Alors, adéquation, stabilité, sécurité. Ensuite, les biens financiers, l'accès à la propriété, les revenus diminuent, l'insécurité augmente et avec la propriété, ceux qui louent et qui ne sont pas propriétaires ou qui ont une grosse hypothèque sont toujours plus vulnérables à l'insécurité alimentaire. C'est peut-être que le propriétaire a accès à du capital autrement. On a souvent parlé on parlait ici de l'insécurité alimentaire par principale source de revenus des ménages en 2021. On veut voir ce qui est une tendance prévisible. Vous voyez le très haut niveau d'insécurité alimentaire sur l'assistance sociale. Ensuite, ceux qui vivent d'une pension de retraite. Alors, si on commence en haut ici, pour vous donner une idée, pour le Nouveau-Brunswick, c'est plus haut que la moyenne nationale, 71,7 est insécure au niveau alimentaire. Ici, maintenant, ces deux-ci, vous vous rappelez que ça remonte à 2021. C'est les gens qui pensaient aux 12 mois durant la pandémie. Maintenant, ça nous donne une idée reliée avec la COVID. Environ 80 le son n'est pas très clair. Hein. Le surplus est bien. Ça a isolé des gens des très grandes difficultés quand ils ont perdu le travail, mais ce n'était pas parfait. 41,6 ici qui ont reçu de l'aide sont quand même insécures au niveau alimentaire. Et c'est un peu la même chose qu'on a vu. Les chiffres sont différents au niveau quand on parle de l'assurance-emploi, mais vous voyez, les chiffres n'ont pas diminué. C'était un système qui n'était pas parfait pour plusieurs personnes. Il semble que ce n'était pas assez d'argent pour les isoler des problèmes. Alors, encore,
Alors, beaucoup d'insécurité, même dans les gens qui sont sur le marché du travail. Presque la moitié travaillent. Et ici au Nouveau-Brunswick, alors, on a regardé l'audio. Un des 7 est en insécurité alimentaire en 2021. Il y a de l'écho dans son son. Et d'autres affaires à mentionner. Il y a plus de vulnérabilité. Les autres faits sur les sécurités alimentaires des ménages. Alors, c'est concentré chez les adultes en âge de travailler leurs enfants. Les personnes âgées ont un taux d'insécurité alimentaire beaucoup plus faible que les adultes plus jeunes ou les enfants. L'insécurité alimentaire est racialisée. On a remarqué donc alors il y a un niveau très élevé en Nunavut et je dois mentionner aussi, on ne voit pas de preuves que l'insécurité alimentaire soit liée aux compétences alimentaires ou à l'accès au commerce de détail. Alors, quelqu'un qui a un jardin ou non, on ne voit pas de preuve que c'est assez de faire une grosse différence dans ce problème-là. Alors, donc, sécurité alimentaire est un marqueur d'apport alimentaire de moindre qualité. Donc, un problème parce qu'il y a une sélection d'aliments qui sont moins sains. Ce qui est clair, alors, l'insécurité alimentaire est seulement qu'un des problèmes. C'est plus qu'un manque de nourriture. Les ménages en situation de sécurité alimentaire ont également du mal à couvrir les coûts d'autres besoins de base, notamment le loyer, l'hypothèque, les services publics, l'eau, l'électricité, etc. Le téléphone, l'Internet, les médicaments sur ordonnance. Alors, on identifie ces gens-là comme étant insécures. On leur pose des questions. On voit que c'est de plusieurs débats, plusieurs luttes pour ces gens-là. Il manque les ressources. Et il y a aussi, c'est un déterminant de santé très important. L'insécurité alimentaire est associée à de multiples effets négatifs sur la santé, indépendamment des autres déterminants sociaux de la santé. Il y a, au niveau des enfants et des adultes, vous voyez, développement et apprentissage plus faible, mauvaise gestion de maladies, moins bonne santé mentale, probabilité accrue de développer de l'asthme, dépression ou autres maladies chroniques. Donc, moins bonne santé mentale pour les adultes. Alors, probabilité accrue de maladies infectieuses et non infectieuses, risque accru de blessures, mauvaise gestion de la maladie, isolation accrue des soins de santé et taux de mortalité plus élevé. Présentement, on n'a pas les données sur la COVID, mais pour les tendances d'infection au Canada, on pense que quand on aura les infections durant l'insécurité durant cette période-là, ça va augmenter. Je sais qu'il y a plusieurs personnes ici aujourd'hui qui ont été avec d'autres sessions. Alors, vous avez vu cette diapo-là souvent, mais pour ceux qui n'ont pas vu auparavant, il y a ici un cas à faire pour intervenir sur la sécurité alimentaire, sur l'intersection entre ça et la santé. Ce qu'on voit ici, c'est du travail qu'on a fait en Ontario il y a quelques années. On liait ça à la sécurité alimentaire du sondage pan-canadien. C'était les adultes d'âge de travail, accès aux soins de santé et avec la relation avec l'insécurité alimentaire. Vous voyez une relation très forte. Plus l'insécurité alimentaire, plus le niveau de dollars aux soins de santé est nécessaire. Alors, dans tous les cas, il y a une différence. Ce n'est pas seulement les gens qui sont insécures,
et qui vont à l'urgence, oui, mais probablement aller chez le docteur, dans un hôpital et d'avoir besoin d'autres soins de santé couverts par les services de soins. Alors, des données plus récentes, pour vous donner une illustration, vous voyez du travail plus récent qu'on a fait, les hospitalisations au Canada et on a été capable de regarder l'hospitalisation dans les soins d'urgence à travers le pays. Voici ce qu'on a vu au niveau des hospitalisations. Et les gens en sécurité alimentaire sont plus aptes à être hospitalisés. Alors, pensez à la valeur en dollars. Alors, voilà les conditions. Alors, les seules conditions ici qui n'est pas associée avec l'hospitalisation, c'est les cancers. Et tout le reste, vous voyez des étoiles que c'est beaucoup plus élevé. La ligne rouge dit que si on parle des maladies respiratoires, asthme, etc., les gens qui sont insécures alimentairement sont plus de 2 fois sujets à être hospitalisés pour un problème accru avec le problème respiratoire. Alors, ici, on voit presque, vous voyez presque au niveau 3, là, presque 3 fois au niveau des problèmes de santé mentale, de se retrouver à l'hôpital. Alors, c'est ce que ça coûte pour nous en soins de santé. Une autre histoire, la réaction primaire, on se fait encore sur les banques alimentaires et la charité, et ça s'est accru avec la pandémie. Au début de la pandémie, le gouvernement fédéral a un fonds d'urgence pour la sécurité alimentaire et depuis 2 ans, il y a un problème avec le son. Alors, le financement aux banques alimentaires, il y a d'autres organismes de récupération alimentaire nationaux pour offrir un meilleur accès aux aliments aux personnes en situation de sécurité alimentaire à cause de la pandémie. Alors, on voit la différence d'avril 2020, 100 millions, octobre 2020, août 2021 et décembre 2021. Le fonds d'urgence a donc diminué. Et là, on a le travail le programme de récupération d'aliments excédentaires. Alors, on ne faisait pas cela avant la pandémie. On ne voyait pas cela auparavant, ce qui est arrivé avec avril 2020, avec les 100 millions. Et l'annonce du gouvernement fédéral, la plupart des provinces ont mis de l'argent sur la table pour les œuvres de charité alimentaire. C'était pas comme au début où tout le monde était en situation de crise au printemps 2020, essayer de figurer quoi faire à propos de ce mauvais problème. Voici une annonce du gouvernement du Nouveau-Brunswick en juin cette année. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ajoutent un autre 100 millions. Donc, c'est le deuxième 100 millions pour contribuer aux œuvres de charité alimentaire. Alors, pour réagir aux problèmes d'insécurité alimentaire. Au fur et à mesure, le Nouveau-Brunswick n'est pas unique ici. À mesure que l'investissement continue à augmenter, sont coupés. Ce qui se passe, le son coupe, ils augmentent le système de charité alimentaire. Voici ici. Donc, on va aller sur le site web, là. Pas de gaspillage, pas de... alors, ils veulent amener de la nourriture qui aurait été envoyée au site d'enfouissement pour les donner aux banques alimentaires.
en décembre, avec des fonds de Walmart, consultant regarder la question au Canada, ils ont vu que c'était très choquant. Plus de 4 fois de charité alimentaire qu'on a de magasins d'épicerie au Canada. Alors, vous voyez pourquoi on met tant d'argent public là-dedans, parce que cette grosse croissance au niveau de l'insécurité alimentaire. Voici pour le Nouveau-Brunswick en 2021, ce que je vois ici, le nombre de ménages en insécurité alimentaire au Nouveau-Brunswick, 140 000. Alors, donc, le nombre de personnes vivant dans des ménages souffrant d'insécurité alimentaire environ, et le nombre de visites à la banque alimentaire en mars 2021. Alors, ce sont des visites, ce n'est pas des individus, ça pourrait être quelqu'un qui visite 2 fois. Et c'est seulement les banques alimentaires. Il n'y a pas d'autres charités alimentaires ici. Il y en a peut-être qui ne sont pas comptés ici. Peut-être que la ligne verte devrait être plus haute ou plus basse, mais vous pouvez voir que ça prendrait beaucoup pour que la ligne verte atteigne la ligne pourpre. Alors, ce n'est pas très différent de ce qu'on voit à travers le Canada, de ce qu'on voit pendant des années, au fur et à mesure qu'on a mentionné les chiffres en insécurité alimentaire en relation avec les banques alimentaires. Et l'ampleur était très différente. Alors, c'est un gros problème d'insécurité alimentaire au pays. Quand on a fait des études, rien n'indique que les ménages en situation d'insécurité alimentaire qui utilisent la charité alimentaire sont en meilleure posture que ceux qui ne font pas. Les personnes qui utilisent les banques alimentaires ont tendance à souffrir d'insécurité alimentaire grave. Mais l'utilisation d'une banque alimentaire ne les met pas en sécurité alimentaire. Les banques alimentaires sont limitées dans le montant de l'aide qu'elles peuvent apporter à quiconque et les ménages en situation d'insécurité alimentaire ont besoin de plus de nourriture. Peu importe le montant d'argent qu'on y met, vont toujours être limités quant au montant d'aide qu'ils peuvent donner aux personnes. La demande excède toujours l'offre. Alors, on peut voir, oui, il y a des gens qui sont en besoin désespéré d'aide. C'est faux de penser. Il y a le gros problème d'insécurité alimentaire. C'est ce qu'il faut aborder d'abord parce que l'activité de donner de la nourriture en œuvre de charité ne règle pas le problème. Et c'est ça qui doit changer. Les politiques publiques qui vont aider. Alors, l'insécurité alimentaire, donc, est sensible aux interventions qui améliorent les revenus des ménages à faible revenu. L'introduction et l'amélioration des allocations familiales. Vous voyez une liste ici, comme les d'autres ont fait. Vous voyez les interventions publiques, soit au niveau fédéral ou provincial, et comment ces changements-là étaient reliés au statut d'insécurité alimentaire. Je voudrais mettre l'accent sur une couple de choses ici. À chaque fois qu'on a eu l'opportunité de modéliser statistiquement les changements des politiques pour augmenter le revenu ou de gens qui sont en risque d'insécurité, pour montrer de quoi ça a l'air, allons regarder l'allocation canadienne pour enfants. C'est la stratégie introduite en 2016. Ce n'était pas des nouveaux fonds, mais plus une harmonisation de d'autres programmes qui existaient en mettant de nouveaux fonds sur la table. Quand on a fait l'analyse, le niveau des avantages, 6 400 $ par année par enfant de moins de 6 ans, 5 400 $ par année par enfant de 6 à 17 ans. Ça a augmenté un peu, mais pas beaucoup. On n'est pas
on n'est pas près du 7000. Et quand on regarde les provinces et les taux d'insécurité alimentaire, avant cela et après, on peut voir que les bases sont en fait très similaires. La plupart, il y en a qui sont insécures, il y en a qui ne sont pas. On a fait d'autres analyses plus élaborées et on a mis l'accent sur la ligne rouge ici. Voici ce qu'on a appris quand on a regardé la prévalence de l'insécurité alimentaire avant l'arrivée de l'allocation canadienne pour les enfants. On voit le pourcentage en insécurité alimentaire grave. Sans enfants, 4 pour les ménages. On parle de centaines de milliers de familles dans ces familles-là. Ce n'est pas un petit chiffre quand même. Mais quand on regarde les familles à faible revenu, on a vu une diminution. La prévalence estimée de l'insécurité alimentaire grave avant et après la mise en œuvre de l'allocation canadienne pour enfants, on voit le changement avec des enfants. Donc, plus élevé d'insécurité alimentaire. Alors, ça diminue d'un tiers, c'est bien, mais qu'est-ce que ça nous dit? Ces gens-là avaient un faible revenu pour commencer. L'allocation leur a donné plus d'argent et ceux qui l'ont pu ont réduit leur niveau de privation extrême. Mais rien n'a changé au niveau modéré et marginal. Ce n'est pas comme s'ils étaient sortis du bois, mais le taux avait diminué durant cette période-là. Alors, on peut se dire, c'est peut-être une victoire que l'allocation a aidé à réduire de certaine manière les familles avec enfants. Alors, oui, ça peut être vu comme une histoire de succès, pas seulement de réduire la pauvreté infantile, mais aussi réduire l'insécurité alimentaire. Oui, mais ce n'est pas assez. On a encore, en ce moment, 8,2% avec des enfants sont encore en insécurité alimentaire. Ce n'est pas comme si l'histoire est finie. Il faut continuer à étudier cela avec les données de 2021 et éventuellement, on pourra produire un autre document, une autre mémoire là-dessus. Mais je pense qu'en bout de ligne, il n'y a pas assez d'argent dans l'allocation canadienne pour les enfants. Donc, je continue à lutter ce débat. En ce qui est trait aux politiques provinciales, oui, ils sont importantes. On a examiné plusieurs politiques à travers les 10 provinces pour essayer de comprendre qu'est-ce qui était le moteur des différences au fil du temps. Des choses qui sont évidentes pour vous, on peut voir qu'augmenter le salaire minimum aide beaucoup. Ça réduit une heure de salaire d'augmentation. Alors, mène à une réduction de 5% dans les champs d'insécurité alimentaire. Si tu augmentes de 1 000 le revenu sur l'assistance sociale, une autre diminution de 5%, et aussi avec la taxe sur le revenu. Si tu augmentes la taxe provinciale qui affecte les gens à faible revenu, alors en fait, on va augmenter de 9% les chances d'insécurité alimentaire. Donc, le salaire minimum augmenter, c'est bien, mais baisser les taxes, c'est également une bonne idée. De ce que je peux figurer, je ne suis pas une experte en politique alimentaire au Brunswick, mais en préparation pour aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont aidé. Il semble qu'au Nouveau-Brunswick, il y a eu des augmentations importantes et des réformes à l'assistance sociale que le reste du pays aurait avantage à apprendre et des fois des changements au niveau des exemptions pour les revenus marginaux.
Et je ne suis pas une experte, mais il semble qu'il y a eu une peut-être réduction des taxes, donc de concert avec le financement des banques alimentaires, et on pourra en parler une autre fois. Il semble qu'il y a eu des changements positifs au Nouveau-Brunswick, au niveau des politiques de la part de la province et pour améliorer. Mais ce qui va se passer dorénavant, est-ce que les chiffres vont diminuer? On ne sait pas. Les actions positives, on pourra voir si c'est un effet à long terme. Pour à long terme, l'inflation. Alors, je veux finir avec ceci. Je sais qu'il y a beaucoup de travail qui se fait dans la province maintenant et l'annonce du 1er juin pour aider les familles à faible revenu. C'est une bonne chose de penser à cela, mais notre travail projette que ce qui est vraiment nécessaire, c'est de relier l'appui, le soutien aux revenus. Alors, il faut que les gens aient des revenus sécuritaires et conçus de sorte à réagir au coût de la vie. Alors, je vous laisse donc, il y a 2 fois de s'y rendre. C'est des mesures de cataplasme peu à peu, un peu comme la province a fait avec une petite augmentation des salaires minimums, un peu comme le fédéral avec l'allocation des enfants, mais il y a aussi des politiques individuelles. Alors, il faut s'assurer qu'il y a un plancher solide là, pour les gens qui ont un problème avec l'insécurité alimentaire. Alors, le revenu de base est donc une approche qui va aider. Les deux sont bons. Amélioration des allocations familiales, du salaire minimum, des prestations d'aide sociale, assurance chômage, seuil d'imposition, les bas revenus, l'allocation pour les travailleurs à faible revenu. Alors, il faut aborder les causes sous-jacentes. Et je vais arrêter ici et je serai intéressé à recevoir vos questions et vos commentaires. Merci de l'opportunité de partager ce travail-là. Les données que vous donnez ici font partie d'un travail qui est en cours et on espère pouvoir publier le total dans un mois ou plus. Alors, je vais cesser de partager mon écran ici. Alors, merci, Dr. Teresuk, d'avoir partagé votre recherche et votre passion avec nous aujourd'hui. On l'entend de votre voix. Alors, pour ceux qui sont ici, il y en a qui travaillent avec les gens qui travaillent en sécurité alimentaire, qui aident d'aider. Alors, souvent, nous n'avons pas le temps ou l'accès aux chiffres et aux statistiques que tu as partagées avec nous. Donc, ça va vraiment éclairer le travail que nous faisons tous, mais aussi, je sais, pour moi-même, ça renforce le sentiment d'action, d'objectifs à atteindre. Il y a un gros besoin qui continue à exister. La pandémie a changé des choses. On le sait, on le voit, on le ressent, mais ça confirme ce qu'on avait vu. Alors, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. S'il y a des questions, et du côté francophone aussi, s'il y en a qui ont des questions. Une question de Nadine Peters. Est-ce que les déchets alimentaires, on a vu dernièrement les gens qui allaient dans les dumpsters Nouveau-Brunswick, qui ont trouvé de la nourriture qui était bonne, qui était jetée par les grandes épiceries. Quelles sont les implications légales
des grands magasins qui donnent de la nourriture à des épiceries, payez ce que vous pouvez. La réponse courte, je ne sais pas. Dans les années 90, on voyait des lois de bons samaritains et le Nouveau-Brunswick en a une. Et l'industrie alimentaire, les épiciers ils peuvent donner des aliments aux œuvres de charité et la loi les exempte de responsabilité civile. Mais s'ils donnent à une épicerie, payez ce que vous pouvez, je ne sais pas quelles sont les responsabilités civiles, mais il y a d'autres choses qu'ils pourraient faire avec cette nourriture-là. Ils pourraient le vendre à escompte dans le magasin. Et il y a un peu de cela qui se passe près de chez moi, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas autant qu'il devrait se passer. Alors, ce qu'on sait, c'est que les gens aiment mieux avoir leurs aliments en épicerie au lieu d'aller dans une banque alimentaire ou aller plonger dans un bac à rebut. Alors, garder dans le magasin au lieu de le mettre dans les rebuts, avoir une nouvelle structure. On ne veut pas que des aliments insécures, insalubres soient donnés, non. Il y a des produits, parce que c'est mal manipulé, qui pourraient devenir toxiques. Alors, donc, le vendeur, c'est la personne la mieux placée pour prendre cette décision-là. Il y a plusieurs qui le font. Donc, avec les grosses épiceries, c'est d'aller en dedans et dire, faut pas mettre de l'argent dans la récupération de résidus alimentaires. Vous pourrez le faire, le gérer dans le magasin. Et c'est ça, normaliser tout cela est soulevé souvent. Est-ce qu'elle a des conseils pour aider pour les bailleurs de fonds pour évaluer les opportunités je pense qu'ils devraient se poser la question pourquoi ils font ce qu'ils font. Et une chose, on sait que plusieurs œuvres de charité font, et je ne veux pas les condamner pour cela. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en première ligne pour les organismes d'aide, que ce soit alimentation, itinérants et autres programmes. Plusieurs des gens impliqués dans ce travail-là sont de très bons des défendeurs pour les changements de politique publique. Donc, c'est un rôle que tout le monde peut jouer, que les bailleurs de fonds pourraient faire également. Les fonds disent on ne peut pas faire ça parce qu'on n'aura pas un reçu pour les revenus d'impôt, un peu comme pour les dons politiques. Mais alors, c'est ça, il faut se demander, qu'est-ce que vous essayez de faire? Est-ce que c'est pour une réduction de vos impôts? Et donc, c'est très important d'appuyer les revendications. Et l'autre chose, avec les grosses corporations qui sont engagées dans l'appui des grandes œuvres de charité, c'est de leur demander de regarder leurs propres pratiques alors reliées à l'insécurité alimentaire. Même durant la période 2021, la moitié des ménages insécures se fiaient sur l'assistance sociale ou l'assurance chômage. Et il y avait des gens qui étaient payés par l'employeur, mais ça ne permettait pas à ces gens-là de se nourrir. Et il faut que ça change, une partie de changer ça, c'est que les bailleurs de fonds doivent changer ça, les employeurs doivent changer ça, comme la fondation Walmart qui finançait la Second Harvest. C'est-à-dire, on voulait dire, bien, Walmart, qu'est-ce que vous faites pour vos propres travailleurs? Est-ce qu'ils sont en sécurité alimentaire? Et s'ils ne le sont pas, comment vos structures de paye fonctionnent? Quelles sont vos conditions d'emploi? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour aider tout le monde, non seulement vos employés?
Et on peut passer à travers la liste. Alors, souvent, avec les charités alimentaires, les dons, c'est tout ce que les gens parlent. Alors, merci pour les dons, un gros merci, c'est merveilleux. Mais on a un gros problème. Et une grosse partie du problème, c'est qu'on pense qu'on le gère par les charités alimentaires. Et il faut remonter la filière. Peut-être que ma réponse était plus longue, était trop longue, mais... Donc, on a 2 autres questions dans le chat. Alors, merci de la présentation. À la question de Nadine, je voulais ajouter, est-ce qu'il y a des corrélations entre l'insécurité alimentaire et les résidus alimentaires au niveau du ménage? Une corrélation négative pourrait suggérer un changement, une intervention behaviorale pour réduire les déchets alimentaires au lieu d'un problème structurel. Je pense que c'est une idée intéressante. Quelqu'un qui a de la difficulté ne peut pas se permettre d'acheter quoi que ce soit. Alors, je ne pense pas qu'il gaspille. Les études qu'on a faites, ils ont des capacités alimentaires, une littératie alimentaire, ils savent comment faire de la cuisine. Ça ne me surprendrait pas que c'est qu'on découvrait moins de gaspillage alimentaire avec les gens à faible revenu et très limités. Ce serait une chose intéressante à étudier. Mais les résidus, ce n'est pas les ménages qui soient riches ou pas. C'est les fabricants et les transformateurs des aliments. Oui, les individus peuvent faire des choses pour réduire l'insécurité alimentaire au foyer, mais il faut d'abord parler aux sources de ces aliments-là. Je voulais demander à Camille s'il y avait des questions du côté de l'interprétation en français. On voulait tenir compte de cela. Une autre question ici sur la question des revendications publiques, une nouvelle coalition de partenaires menée par the Greater Frederican Social Innovation se met sur pied pour promouvoir les avancements dans le revenu de base. Ah, c'est un avis public. Ah, c'est ça, c'était pas une question. Alors, restez aux écoutes pour ça. Il va y avoir des groupes similaires à travers le Canada Atlantique. Et je vois quelqu'un de mon équipe que ça va bien. Pas de questions du côté français non plus. Donc, je voulais te remercier encore une fois. Comme tu finissais ta présentation, il y avait plusieurs remerciements dans les commentaires pour apprécier le travail que toi et ton équipe vous faites. Et merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Nous apprécions tout ce que vous faites pour obtenir ces chiffres-là, ces preuves-là au niveau de changement, au niveau d'insécurité alimentaire et de faibles revenus. Alors, merci pour m'avoir inclus. Donc,